Entre 2009 et 2011, Valentin Helou, désœuvré, se lie d'amitié avec des individus peu recommandables, la plupart afghans ou irakiens. Ceux-ci lui parlent de leurs activités et de leurs projets criminels et lui proposent de se joindre à eux. Nous le savons grâce à des écoutes téléphoniques et des saisies de téléphones portables. Une perquisition chez l'un d'entre eux fait découvrir un faux passeport syrien au nom de Saïd Valentin Abou Helou. L'accusé a reconnu qu'on lui avait proposé de lui procurer et qu'il l'avait accepté. Enfin, 2 d'entre eux, arrêtés en 2015, avouèrent avoir abattu un trafiquant de drogue pour lui dérober une importante somme d'argent qu'il avait sur lui, en précisant qu'ils étaient 3 et que leur comparse était Valentin Helou. Ce dernier a contesté, mais n'a pas été capable de produire un alibi acceptable pour la date et l'heure de ce crime. Il prétend avoir assisté ce soir-là, au Parc des Princes à Paris, à un match de football entre les équipes de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. Il ne peut toutefois en fournir la preuve. Ça a fait 2-1 pour le PSG et c'était 1-1 à la mi-temps. C'est pas une preuve, ça? Vous pouvez vérifier. Enfin, tout de même, monsieur Helou, vous êtes intelligent. Le fait que Bordeaux ait battu le Paris Saint-Germain 2-1 n'est pas une preuve de votre innocence. En fait, vous me prenez pour un idiot. Vous croyez que je vois pas votre piège? C'est le PSG qui a battu Bordeaux et non l'inverse. Et sans Zlatan qui était suspendu. Parce que je peux vous le dire, si Zlatan avait été là... Monsieur Helou, Zlatan n'était pas là. Il est encore pas là, il ne sera toujours pas là. Madame l'avocate de la défense, sur quelle base vous permettez-vous de contester tous ces faits ou informations? En premier lieu, je soulignerai que les propositions faites à l'accusé en 2009 et 2010 ont été seulement mentionnées et révélées par les écoutes et les téléphones portables. Aucun enregistrement ne contient le moindre propos de l'accusé, a fortiori la moindre acceptation ou le moindre intérêt de sa part. Ces informations n'avaient donc pas à être versées au dossier, et pour ce qui concerne le passeport syrien, je souhaiterais interroger l'accusé. Vous le pouvez. Expliquez-nous, s'il vous plaît, l'existence de ce faux passeport. C'est sûr que je voulais avoir ce passeport, mais c'était pour tenter de retrouver à Damas des anciens amis de mes parents. Ils avaient fait savoir à ma grand-mère qu'ils voulaient quitter la Syrie pour venir en France, et ils avaient besoin de notre aide. Les relations que vous avez citées, et que j'avais effectivement alors, m'ont fait miroiter qu'ils pouvaient me faire avoir ce passeport, et je leur ai dit que je leur en serais très reconnaissant. Lorsque le passeport fut prêt, ils m'expliquèrent que je devrais d'abord aller à Raqqa pour une mission qu'ils me confieraient avant que je me rende à Damas. Naturellement, j'étais pas d'accord, car je savais fort bien que cette ville était aux mains des islamistes. J'ai regretté d'être passé par eux et j'ai renoncé. J'ai d'ailleurs jamais eu ce faux passeport entre mes mains. Avez-vous dit tout cela au juge d'instruction? Bien sûr, mais je vous dis pas le niveau d'instruction. D'abord, il disait tout le temps le djihad. Il m'a demandé si ma grand-mère avait fait le djihad quand elle était jeune. Comme elle a aujourd'hui presque 80 ans, la question était franchement débile. En plus, elle est chrétienne, comme l'étaient d'ailleurs mes parents. Mais je suis pas sûr que ce juge sans instruction savait que les djihadistes étaient musulmans. J'aurais pas dû lui dire ça, c'est sûr. Évidemment, je me suis pas fait un copain. Alors c'est pas étonnant qu'ensuite, il m'ait chargé au maximum et qu'il me reprochait d'être incapable de prouver ce que j'affirmais. Sur cette affaire également, rien n'a donc été prouvé. Qui plus est, on n'a trouvé aucune empreinte digitale de l'accusé sur ce passeport. Enfin, pour cet assassinat du trafiquant de drogue, nous avons affaire à 2 tueurs qui prétendent avoir été accompagnés par l'accusé, qui le nie énergiquement. On lui demande de fournir un alibi. Il n'en a pas d'autre que cette présence au Parc des Princes qui est invérifiable. Mais cela ne constitue pas une preuve. Il est absolument scandaleux de déstabiliser un accusé en lui faisant plus ou moins croire qu'il ne s'en sortira pas s'il ne peut fournir un alibi et le prouver. Bon, nous avons noté vos arguments, mais il est temps de passer à l'audition des témoins. J'appelle à la barre M. Béranger, directeur de l'entreprise Barnabé. Monsieur Valentin Helou a travaillé dans vos services pendant 4 ans. Voulez-vous bien nous parler de son comportement au travail?
Certainement. Notre société est spécialisée dans les interventions de nettoyage de sol pour des entreprises. Monsieur Helou a été embauché chez nous fin 2010 à la demande de notre PDG, qui l'avait employé temporairement chez lui pour des travaux de ménage. Il voulait lui donner une chance d'acquérir des compétences dans un véritable métier d'entreprise. Comment s'est passée son insertion dans votre entreprise? Pendant la première année, il n'y a eu aucun problème. Ensuite, les difficultés ont commencé, car il devenait de plus en plus indiscipliné au niveau des horaires. Il montrait un manque de ponctualité de plus en plus difficile à gérer par rapport à nos clients. Au début, c'était simplement l'heure d'arrivée au travail chez le client. Et ensuite, vint l'heure de départ de son travail. Puis il s'est mis à interrompre son travail pour des pauses de plus en plus longues. Qu'avez-vous fait alors pour y remédier? Il a été convoqué par notre PDG, qui était plus ou moins son protecteur. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu ensuite une nette amélioration. Elle n'a hélas pas été très durable. D'autant plus qu'il s'est mis à accommoder son travail à sa manière, comme il disait. Cela ne pouvait évidemment pas durer. Après plusieurs avertissements, il a été licencié avec l'accord de notre PDG. L'accusé a montré au cours de son unique expérience professionnelle qu'il était indiscipliné et qu'il refusait l'autorité de ses supérieurs. Pour le moment, je ne commenterai pas ces faits, préférant les reprendre plus tard. Le témoin est à la disposition de la défense. Je vous demanderai, monsieur Béranger, d'écouter les explications de l'accusé pour que vous puissiez nous donner ensuite vos commentaires. Voulez-vous nous dire si, selon vous, les propos du témoin sont exacts? En gros, oui, mais c'est le cas par cas qu'il faut voir. La majorité de mes interventions étaient à des heures tardives, quand il n'y a plus personne dans les locaux. Parfois, c'était très tôt le matin. À cause des transports en commun, ça me posait des tas de problèmes. Je vous dis pas ce que j'ai galéré la première année. Ensuite, j'ai choisi de me donner plus de souplesse dans mes horaires de travail. Mais cela ne posait pas de problème avec les clients? Pas du tout. Ou bien l'entreprise cliente avait un gardien de nuit qui se foutait bien de l'heure que j'arrivais comme celle que je partais, ou bien elle avait fourni les clés à notre entreprise qui me les avait filées pour la tranche de temps où je devais faire le travail. Mais alors pourquoi votre propre entreprise pouvait-elle être mécontente de vous? Tout simplement parce qu'il y avait un type chez Barnabé qui était chargé de faire des contrôles au hasard et de rapporter tout ce qui n'était pas normal. Un vrai sadique, ce mec, avec un QI de 50 maximum. Je lui ai dit d'ailleurs. Il a fallu que je lui explique ce que c'était un quotient intellectuel. C'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses. Il a constaté mes retards à l'arrivée, mais bien entendu jamais mes dépassements de l'heure de départ. J'ai eu droit à des engueulades. Ça a sérieusement foiré quand il a constaté mon absence, des fois où je m'étais accordé une pause. Qu'en dites-vous, monsieur Béranger? Pour des pauses d'une dizaine de minutes, pause café ou pause cigarette, on aurait laissé passer. Mais pour des pauses, si l'on le peut dire, de 1h30 et voire 3 heures, certainement pas. Surtout lorsque monsieur Helou nous a donné des raisons. Que répondez-vous à cela? Par exemple, une fois, c'était pour aller voir à un café proche la finale de la Champions League. Mais j'ai été très raisonnable. Il y a eu des prolongations et je suis pas resté. Une autre fois, j'étais crevé et je me suis endormi au café où j'étais allé manger un morceau. Franchement, c'était pas intentionnel. Une autre fois encore, j'avais rencard avec une fille. On est allé chez elle. C'était peut-être à cause de l'émotion, mais j'y arrivais pas. Vous n'arriviez pas à quoi? Je vais quand même pas vous faire un dessin. Un dessin de quoi? Je ne comprends rien. Et alors? J'ai fini par y arriver. J'en suis sincèrement ravi pour vous, mais je voulais parler des conséquences. On est restés 3 mois ensemble et ça marchait super bien. C'est pas possible. On vous parle des conséquences pour votre emploi. C'est vrai que ça a été en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase. J'ai été viré. Et quel est maintenant votre point de vue sur tout cela? Mon avis est que quand on a une vie difficile, fatigante, un emploi mal payé, peu d'occasions de se détendre, c'est bien normal d'essayer d'en sortir de temps en temps. Et chaque fois j'étais très scrupuleux pour achever mon boulot correct. Qu'en pensez-vous, monsieur Béranger? Je ne suis pas insensible à ce que nous dit l'accusé, mais la discipline au travail c'est très important. Je veux dire, pour être bien apprécié et faire une bonne carrière.
La question n'est pas est-ce qu'elle est intelligente, cette discipline? C'est est-ce qu'on la respecte? En dehors du respect des horaires, on dit que vous preniez des initiatives qui n'étaient pas heureuses. Pouvez-vous vous expliquer, s'il vous plaît? Oh, c'est pas difficile à comprendre. Quand j'avais une surface de 300 mètres carrés, par exemple, à nettoyer, et que je voyais un secteur, disons de 100 mètres carrés, qui était parfaitement propre, j'allais tout de même pas y traîner les pieds ou pisser dessus pour avoir une raison sérieuse de le nettoyer. Donc, vous vous contentiez de nettoyer 200 mètres carrés, puis vous partiez. Pas du tout. Je faisais autre chose de plus utile. Par exemple, je nettoyais un secteur plutôt sale dont on ne m'avait pas demandé de m'occuper. Ou bien je faisais un peu d'entretien sur mon aspirateur ou sur ma cireuse qui me paraissait en avoir besoin. Avez-vous un commentaire à faire, monsieur Béranger? C'est un peu comme pour les horaires. Il faut faire ce qu'on vous dit de faire, un point c'est tout. Si chacun se met à faire des choses intelligentes, on finit par mettre en danger l'entreprise. Et c'est la même chose quand M. Helou mettait des adjuvants dans les produits d'entretien. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Je trouvais que les produits d'entretien, ils avaient une odeur vraiment dégueulasse. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de leur ajouter des trucs qui sentent bon. J'ai essayé la vanille, le chocolat, la fraise. Je peux vous dire que c'est très efficace. Les clients eux-mêmes le reconnaissaient. Mais tout ce que j'ai gagné dans cette histoire, c'est qu'on est devenu méfiant à mon égard, me soupçonnant d'être capable d'utiliser aussi bien des produits dangereux, bref, d'avoir des projets terroristes. J'en ai terminé, monsieur le président.